Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir encore un peu de temps de cerveau disponible après cette matinée qui, j'imagine, a été assez chargée. Je m'appelle Christophe de Valambra, je suis journaliste grand reporter à France Télévisions et chef d'un service qui s'appelle le Media Lab et qui s'occupe de l'innovation pour l'info. Voilà, des nouveaux formats, etc. Et des nouvelles technologies qui arrivent et voir en quoi ça peut nous aider et où nous freiner ou remettre en cause nos pratiques. Donc très rapidement, je vais vous parler d'une problématique qu'on a liée à l'anonymat et à l'émergence des IA génératives et notamment des algorithmes qui sont développés de plus en plus pour traiter les images et qui posent un problème pour nous sur un enjeu majeur qui est l'anonymat de nos sources, puisqu'on est amené à interroger des gens qui risquent leur vie pour nous parler. Donc la moindre des choses, c'est qu'on s'interroge sur la garantie qu'on leur propose d'être anonyme. Donc pour faire simple, en début 2023, on a été contacté par des sociétés qui nous disaient la manière dont vous modifiez les voix, ce qu'on appelle le pitching, n'est plus du tout robuste. Globalement, on pousse des potentiomètres, etc. Bon, on les pousse dans l'autre sens, ça corrige. Et donc on a dit très bien, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que ce n'est pas proprement la question principale qui est la nôtre aujourd'hui, mais on a mis en place des solutions logicielles plus robustes qu'on a déjà piégées. Donc on est encore en train de bosser dessus, je vous expliquerai un petit peu à la fin, on va travailler avec Radio France là-dessus, puisque c'est des experts. Et à cette occasion-là, on s'est posé la question de l'image. Et là, on était confronté à une réalité problématique. Donc en fait, au Media Lab, la direction de l'info nous a dit, allez voir ce que ça donne du côté de l'image. Donc vous voyez qu'on a fait des tests. On a pris Anne-Sophie Lapix, que tout le monde connaît, et en particulier Google, etc. Il y a beaucoup d'images. Donc c'était une référence intéressante. Et on a fait différents modes de tests. Donc vous voyez qu'on l'a... le mode d'anonymisation qu'on utilise beaucoup à France Télévisions, c'est ce qu'on appelle le flou gaussien. Ça mélange des pixels, ça fait un gros flou comme ça. Bon. Donc voilà l'image originale ici. On l'a flouté très fortement. Plus fortement d'ailleurs que ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, avec des logiciels de traitement d'image habituels, ce qu'on a obtenu. Et en définitive, l'image corrigée, y compris si on faisait un flou plus léger et incomplet, n'apportait pas réellement de lisibilité supérieure à l'image. Et en l'occurrence, le juge de paix, ça a été Google Images qui ne reconnaissait pas Anne-Sophie Lapix. Il reconnaissait plein de gens, mais qui n'étaient pas Anne-Sophie Lapix. Donc on était à peu près tranquille là-dessus. Mais évidemment, ce sont des logiciels de traitement d'image ordinaires qui ne sont pas faits pour déflouter. Ils sont faits pour que votre photo de plage ait plus de netteté que prévu. Donc on a poursuivi un petit peu nos investigations. Il se trouve que la personne que vous voyez là, c'est un ingénieur R&D chez nous. Et donc je lui ai demandé d'aller chercher des logiciels qui intègrent des intelligences artificielles génératives. Je ne reviens pas sur l'intelligence artificielle générative. Si vous êtes là, c'est que vous savez à peu près de quoi on parle. Globalement, c'est la capacité des IA à générer des contenus. Et il se trouve donc, on a fait un test. Alors, Jean-Paul, là, c'est notre ingé. C'est des images fixes, mais on a fait un petit peu de vidéo. On l'a flouté à 96%. Là, objectivement, des floutages comme ça, vous en avez assez peu, d'ailleurs, dans nos programmes, mais on a poussé le truc. Et simplement, en 5 secondes, d'un logiciel qui intègre de l'IA, mais dont on n'avait pas pris la licence ou quoi que ce soit, bon, évidemment, on a sorti une version sans AVC Labs marqué dessus, mais pour la présentation, je suis obligé de le laisser. Et globalement, on a été dans le service, dans l'étage où travaille le garçon, on a montré cette photo-là et les gens l'ont reconnue. Vous me direz, il travaille avec lui. Ok, très bien. Il y a des dealers de drogue qui nous parlent à Marseille, qui n'ont pas envie d'être reconnus par les voisins. On a cette problématique-là. Mais globalement, on n'était pas complètement... le résultat ne permettait pas que quelqu'un qui ne connaisse pas Jean-Paul le reconnaisse quand même. Néanmoins, on a fait une première note de recommandation à la direction de l'info, où on explique tout ça, la procédure, les malins, etc. Et on dit, l'anonymat du son est compromis, je ne m'étends pas dessus. Et le flou image, actuellement utilisé, qui est une des solutions technologiques les plus robustes, utilisées dans le monde entier, risque d'être compromis par le recours à l'IA, et on préconise de continuer nos investigations. Et c'est ce qu'on a fait en franchissant un cap, on a pris les licences, etc. Et si on prend les licences de ces intelligences artificielles, de ces
logiciel de traitement d'image intégrant de l'intelligence artificielle, on arrive globalement à une reconnaissance de gens de tout le bâtiment. C'est-à-dire que les gens qui connaissent Jean-Paul dans un bâtiment entier reconnaissent Jean-Paul. Et donc, on avait évidemment une première difficulté, mais on ne s'en tient pas là parce que nos tests ne sont pas, en bon journaliste, ne sont pas de manière autonome suffisants. Donc on est allé voir un monsieur, qui est ce professeur qui s'appelle Titus Zaharia, et qui est le directeur du pôle Artemis. Je vous passe les détails, c'est Télécom Sud Paris, c'est les Polytechniques, etc. C'est un expert européen sur le traitement de l'image. Alors on lui a dit, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ? Bon, parce qu'à la limite, Jean-Paul risque rien. Pour nous, c'est un vrai sujet, hein, parce que les sujets floutés, envoyés spécial, etc., vous vous rendez compte de tout ce que ça représente. Donc ça ne nous a pas fait rigoler hein, quand on a su ça. Je vais vous dire après ce qu'on a fait, parce qu'on a fait des choses. Mais on était confronté à une sacrée problématique. Et le professeur, il nous a bien rassurés en nous disant « Oui, vous avez raison de vous inquiéter. Les applications peuvent compromettre n'importe quel type de flou. Ça va au-delà du portrait robot. Tous les algorithmes sont en vente libre, en open source, etc. Et ça va se développer de manière spectaculaire. » Et donc, en résumé, hein, là encore, c'est rassurant. Est-ce que oui ou non, on est menacé par l'IA générative dans le cadre de notre anonymat? La réalité est certaine, l'ampleur globale, quel que soit le mode de floutage, et la temporalité en cours ou imminente. Donc là, on s'est dit, il y a quand même un souci. Juste une petite parenthèse. En fait, les IA génératives dans les logiciels de traitement d'image ne défloutent pas. C'est pas possible de déflouter des pixels mêlés les uns aux autres. En revanche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse chaque petit détail de chacune des 24 ou 25 images par seconde qu'il y a dans une vidéo, et elle compare ça avec ce que c'est, des lunettes, de la barbe, de machin, etc. Et donc, elle construit un portrait robot. Ok ? Ça, c'est sa manière. En fait, l'IA n'a pas déflouté le flou. Elle a créé un portrait robot suffisamment reconnaissable de notre expert. Et donc, pire encore, l'expert nous a montré des algorithmes qui sont notamment développés par des universités américaines. Ne me demandez pas pourquoi ils bossent sur ces questions-là, le fait est qu'ils le font, et qui nous montrent des technologies IA encore plus performantes, qui n'essayent même plus de deviner un portrait robot derrière le flou, qui détectent qu'il y a un flou, une pixelisation, enfin un mode d'anonymisation quelconque, ils recréent à la base une image floutée, et derrière, ils reconstruisent, et l'IA sait particulièrement bien le faire, des milliers et des milliers et des milliers d'images jusqu'à ce que les deux images floutées soient parfaitement concordantes. Ils enlèvent le flou, ils ont l'image. Et ça, c'est actuel. Donc, deuxième note de recommandation. Là, on était début 2023. 3 semaines plus tard, on avait... donc ça, c'est le Media Lab, c'est les fiches reco que je fais pour la direction de l'info, pour la présidence, etc. Et je dis, voilà, la menace est réelle, les applications, c'est l'expert qui parle. Les applications pourront créer des visages réalistes, les premiers algorithmes sont en accès libre, l'entraînement est très facile, puisqu'il y a une masse pléthorique de data. Donc la vigilance est de mise, l'enjeu évident pour France Télé. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est monté évidemment jusqu'à la présidence chez nous, et ça a fait rigoler personne. On est un peu en avance de phase sur ce truc-là. Tout de suite, ils nous ont dit, montrez-nous. On a dit oui, évidemment, ce floutage-là, dans des conditions de lumière déplorables, etc., n'importe quelle IA ne va pas réussir à le faire. Mais regardez ce que font les autres IA qui arrivent là. Et pour un coup, France Télé était un peu en avance de phase. Au début, on était un peu pris pour des empêcheurs de tourner en rond. Ça créait plus de problèmes qu'il y avait réellement de problèmes. Et aujourd'hui, on est à des conférences comme ça. On en a fait une 12aine à l'international pour tous les médias francophones, les news hubs internationaux, etc. Et tout le monde se saisit de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que jusqu'à présent, on sait qu'il y a un souci, mais on n'a rien pour le contrecarrer. Première réaction,
avec le monsieur qui est là, qui est le monsieur déontologie, Pascal Doucet-Bon, à la direction de l'info chez nous, eh ben, on s'est mis autour d'une table et on a phosphoré une charte de bonnes pratiques. Avant de savoir si on allait dépenser des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros en logiciel sans avoir le moindre idée de comment on allait faire, on a commencé par faire une charte distribuée à l'intégralité de France Télé, 8900 personnes, et tous les prestats, en leur disant, quand vous floutez, vous avez le droit d'utiliser le flou gaussien, mais c'est si vraiment il y a un risque très mesuré, etc. Sinon, voilà comment il faut faire. Il faut faire des contre-jours, et même ça ne suffit pas. Il faut, voilà. On a fait toute une charte de bonnes pratiques et on l'a distribuée immédiatement. Ça, c'est des réactions d'urgence. Hein. Vous allez voir qu'on monte un petit peu progressivement, mais ça, c'est la première réaction qu'on a eue. Deuxième réaction, eh ben, on a fait un e-learning. C'est-à-dire qu'on a non seulement fait une charte, alors je ne sais pas, vous travaillez dans plein de boîtes différentes, il y a des chartes qui n'ont jamais été lues par des salariés. Bon. Donc on a dit, il va falloir qu'on fasse une deuxième couche. Donc on a rendu un e-learning obligatoire à 5000 personnes chez nous. C'est-à-dire que si les gens voulaient avoir leur part variable ou leur prime, etc., il fallait qu'ils fassent la... Ben, c'est pas rien, hein. 5000 personnes, évidemment, ça a été... on a mis notre expert qui expliquait les évolutions spectaculaires, on a mis le professeur Zaharia, etc., etc. On a montré dans cet e-learning aux gens que ce n'était pas au doigt mouillé. C'était certes des choses qui n'étaient pas totalement en place, mais qui étaient en train de se mettre en place. Donc ça a été fait au courant 2023. Le e-learning, c'est printemps 2023, après une alerte au premier trimestre 2023. Donc on n'a pas chômé. C'est la présidente qui a dit attention, c'est le respect de l'anonymat de nos sources et du danger que certaines d'entre elles peuvent courir en nous parlant, c'est une des valeurs fondatrices du service public. Donc on met les moyens. On a également averti l'INA. Et on a regardé dans nos archives. Parce que si jamais un logiciel peut traiter des sujets qu'on fait actuellement avec des flous gaussiens, ça veut dire que quelqu'un qui récupère nos archives peut aussi déflouter quelqu'un qui a été anonymisé l'an dernier. Donc toutes nos archives. Alors il faut comprendre qu'à France Télévisions, on les a chez nous pendant 4 ou 5 ans. Donc on les a balayées une à une. Donc les docs se sont mis là-dessus. Hein, et on a retiré de nos archives tous les sujets problématiques. Tous, y compris les magazines, etc. Et y compris dans les replays. C'est un petit boulot. Hein. 1500 replays qui n'étaient pas référencés. Quand il y a la doc qui a marqué Monsieur Machin parle sous couvert de l'anonymat, c'est facile, on met le sujet de côté. Et quand il n'y a rien marqué pour un magazine, faut regarder 52 minutes et voir si quelqu'un d'aventure... Et ce boulot, on l'a fait. Et puis on l'a fait non seulement nous, puis on l'a fait aussi à l'INA. C'est-à-dire qu'on a appelé nos copains de l'INA en disant Houston, on a un problème. Et ils ont retiré de la session tous les sujets qui comportent de l'anonymat. Tous. C'est pas rien. Donc ça, c'est nos réactions d'urgence un peu. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Mais on a quand même pris les devants. Et puis, on se dit, très bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la problématique, elle va être régulière. Et on ne peut pas demander à nos équipes, systématiquement, de tout tourner sur des reportages de news. Sur du magazine, on a le temps, ils le font très bien d'ailleurs. Ils rajoutent des éléments, ils changent ils mettent des images d'un autre bled en Normandie. Bon, voilà. Ils se débrouillent pour garantir l'anonymat avec plein de subterfuges qui sont super, super intéressants. Mais quand vous êtes en mode actualité, et que le soir, vous avez quelqu'un qui vous parle et qui est un témoin majeur d'un événement majeur, comment vous faites pour le passer à l'antenne en lui garantissant l'anonymat? Donc, on est en train de voir avec les experts, alors Artemis, etc., avec tout ce qui va être à notre disposition, c'est-à-dire tous les algorithmes qui existent. On va faire un état de l'art complet et on va voir comment on peut se servir de ces algos aussi pour apporter une solution à nos difficultés. Donc là, on vient de lancer un gros sujet
une expression de besoin auprès de notre tout nouveau Tech Lab IA qu'on vient de créer. Et on leur a dit, bah voilà, travaillons à voir si l'IA peut pas nous sauver le coup là où elle nous a mis dans la mouise. Alors, on est au tout début de ça. Radio France va se charger de la voix, parce que c'est un peu leur domaine, et puis parce qu'il y a une problématique d'anonymisation sur tous les podcasts, etc., etc. Nous, on va se charger de l'image, mais ce n'est pas un petit chantier, parce que c'est un chantier qui est à la fois technologique, mais qui est aussi extrêmement déontologique. Et typiquement, nos producteurs, etc., nous proposent, c'est un truc qu'on a déjà passé à la télé, des deepfakes, dits deepfakes for good, qui anonymisent en mettant des faux visages sur des gens, en l'occurrence par exemple des jeunes femmes iraniennes qui parlaient en Iran. Vous savez que si jamais elles sont reconnues, elles seront arrêtées et on ne sait même pas ce qu'elles peuvent devenir. Donc pour garantir l'anonymat, on a utilisé ça, on l'a indiqué clairement, etc. Est-ce que c'est une solution qu'on va retenir ? Il y a plein de problèmes déontologiques qui se posent. Le deepfake for good, le for good de Vladimir Poutine qui sert la Grande Russie, c'est pas le for good de France Télévisions qui préserve l'anonymat. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser. Mais on a lancé à cette rentrée-là tout un chantier global pour essayer de voir quels outils on peut mettre. Au-delà de ça, on se pose même la question, tant qu'on y est, de voir comment on fait pour les objets, les monuments. Quand vous avez un tournage avec quelqu'un qui passe de 22 fois devant le Panthéon, à un moment, les gens savent que la personne travaille à côté du Panthéon, etc. Ou vous avez des modes vestimentaires avec ou des tenues ou des coiffures qui peuvent être si particulières que les gens deviennent reconnaissables. Ou si on filme chez eux, à un moment, il y a un bibelot, il y a machin, etc. Ou alors il y a une vue de la fenêtre. Le voisin, il a grosso modo la même. Enfin voilà, il y a tout ça qu'on se pose comme question. Et on ne se prive pas de balayer large, on verra bien ce que ça donne, mais pour le coup, l'IA générative sera un vecteur qui nous permettrait de couvrir toutes ces données-là. Donc on voit grand. Alors encore une fois, on est un peu en avance de... Tiens, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça c'est un algo d'une université américaine. Donc là c'est de la pixelisation. Ils ont l'image pixelisée. Ils créent une image pixelisée sans rien derrière. Vous pourrez aller voir sur Internet, vous trouverez ces algos. Ils sont sur GitHub, ils sont accessibles à tous. Et donc, ils recréent un visage flouté, parfaitement identique au premier visage flouté. Ils enlèvent le flou et ils ont le visage d'origine. Et là, c'est 100%. C'est plus des portraits robots, c'est plus des machins, etc. Donc, vous voyez un peu la problématique qu'on a. Donc, on est encore un petit peu en avance de phase là-dessus. C'est ce qui freine un certain nombre de confrères dans le monde entier, en nous disant, bon, ouais, on a essayé, ABC Lab, machin, bon, on ne reconnaît pas les gars. Très bien. Très bien. On sait que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est samedi prochain. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, on a des appels du monde entier pour nous dire, montrez-nous ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous en pensez, et le deepfake for good, etc., etc. Donc voilà, c'était pour vous dire que l'IA générative a tout un tas de bons côtés. Elle a aussi un certain nombre de mauvais côtés. Il faut qu'on soit conscient de tout ça, voir comment on peut l'utiliser pour contrer. Et France Télé est un peu en avance sur ces questions-là. Et pour une fois, on est assez satisfait du truc. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller sur France TV Lab, qui sont nos sites de référence innovation. Et on parle de tout ça. On a fait un certain nombre d'articles sur ces questions-là, quoi. Je suis bon en temps. Oui. Alors, il y a d'autres micros. Il y en a un qui arrive. Bonjour, merci, c'était passionnant. Est-ce que vous partagez vos problématiques et vos bonnes pratiques là, avec d'autres groupes télévisuels ? Oui, et on a été surpris par l'ampleur que ça a pris. Alors nous, à France Télévisions, déjà, on est au cœur, le directeur de l'INO, des relations internationales de France Télévisions, c'est le patron des news de l'UER, qui est le rassemblement des radios publiques européennes. Donc on travaille avec l'UER, on travaille avec les MFP, les médias francophones publics.
On travaille avec le CMCA, qui est la Confédération méditerranéenne de communication audiovisuelle. On travaille avec tous les réseaux institutionnels. Le GEST, par exemple, qui a eu cette même... le GEST regroupe tous les acteurs audiovisuels et numériques français. C'est institutionnel. On travaille avec la Commission européenne. C'est-à-dire, on travaille avec la Commission européenne. On essaye de leur dire ce qui serait bon de mettre à l'ordre du jour. Et vous voyez que l'actu le prouve, c'est jamais simple. Mais on fait feu de tout bois. Et en fait, on n'a pas eu grand-chose à faire. Les premières actions, quand on a sorti les e-learning, c'était de dire il n'y a pas de problème. Et là, des conférences comme ça, on en fait une multitude et on est contacté par plein de... Et probablement que la solution qu'on trouvera à ça, alors non seulement on le fait avec Radio France, etc., mais ce sera probablement peut-être plutôt au niveau de l'UER, c'est-à-dire les radios, pour une question de moyens. Hein, si on veut vraiment avoir un vrai truc qui fonctionne bien, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Et bon, voilà. Si l'Europe peut nous aider, on sera bien content. Hein. Oui. Oh. Une question sur vos archives, sur les contenus déjà produits. Ils sont maintenant partout sur Internet. Ça a été copié, recopié, etc. Est-ce que vous avez une stratégie pour gérer ça ? Alors, sur le principe, les gens de l'INA... Alors, d'abord, il y a quand même eu un... Alors, ils ne sont pas partout. Ça, c'est une première chose. Il y a, les gens peuvent les acheter, mais la publication et la reproduction est quand même très contrôlée par l'INA qui vide ça. Donc, ça fait, malgré tout, il y a des copies et des recopies pirates qui peuvent... Donc, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est de l'ordre de 5000 contenus qui ont été retirés, avec un très gros boulot à la mano hein, de l'INA. Et derrière, les ingés de l'INA. Il faut savoir que les ingénieurs de l'INA, c'est du haut niveau. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'INA ici. J'ai vu qu'il y avait de l'IGN, mais enfin, c'est pas pareil. Il y a du polytechnicien, etc. Et ils sont en train de bosser sur une des briques qu'on utilisera certainement, qui est une brique de reconnaissance des contenus anonymisés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait une moulinette, il passerait n'importe quel contenu, et en l'occurrence, tous les contenus via API, enfin, je ne sais pas comment ça marchera, on verra bien. Et dès qu'il y a un problème d'anonymat, ces contenus-là sont identifiés et mis de côté. Mais le problème, c'est qu'il faut inventer la techno. Parce que l'anonymat, il y a la pixelisation, il y a le contre-jour, il y a le flou gaussien, il y a tout un tas de trucs. Donc il faut intégrer tout ça. Donc on a fait tout ce qu'on a pu, qui est 90% du boulot. Et effectivement, tous les reliquats qui peuvent traîner, faudra les traiter aussi. Parce qu'il n'y a pas de limite de date. Hein. Quand on s'engage à anonymiser quelqu'un, il n'y a pas de... On ne s'engage pas pour 3 mois après la diffusion, c'est à vie. Enfin, je veux dire, c'est un engagement moral. Vous voyez le truc. On n'est pas. C'est pour ça que la présidente, elle n'a pas. Quand en 3 mois, on fait tout ce qu'on a fait là, entre la charte, les archives, le e-learning, etc. C'était faites ce qu'il faut. Prenez les budgets qu'il vous faut, faites ce qu'il faut. Et rendre le e-learning obligatoire pour 5000 personnes, plus la charte et une forme de e-learning à tous nos prestats, producteurs, etc., ça a demandé quand même... on n'a pas beaucoup dormi début 2023 avec quelques-uns pour sortir tout ça. Mais il faut encore qu'on travaille. Oui, alors je crois qu'il y a monsieur qui vous a précédé. Mais actuellement, vu que vous n'avez pas de solution fiable existante, comment vous faites pour garantir l'anonymat aux personnes que vous interviewez à l'heure actuelle? Eh bien, non, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est ça. On a fait une charte. On a fait une charte de bonne pratique qu'on explique dans le e-learning en disant le flou, on ne dit pas qu'on floute plus personne. Si vous avez... Il y a quand même un certain niveau de risque qu'on établit. Si quelqu'un donne son avis sur le prix de la baguette, c'est pas comme la jeune femme iranienne qu'on a suivie. Et donc on a une charte qui dit aux gens, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Dans l'idéal, voilà ce que vous devez faire. À minima, voilà ce que vous devez faire. Telle et telle norme, etc. sont respectées.
Donc, par exemple, on explique que dans certains cas, il faut venir avec, dans des tournages sensibles, avec des perruques, des vêtements à donner aux gens, etc. Donc, en fait, on a alors, les gens qui font vraiment de l'investigation connaissent tout ça, mais pas 8900 personnes de France Télé. Donc, on a remis tout ça noir sur blanc, et ça s'applique aussi aux prestats extérieurs, c'est-à-dire à tous les producteurs, etc. Du reste, le reportage en Iran, c'est une presta extérieure. Et un jour, c'était un vendredi soir à 19h, là on est bien en forme on reçoit le truc en disant bah tiens, ils ont fait ça, c'est un deepfake. On y va, on diffuse ou pas? Ça se plaide, j'ai envie de voir moi. Bon. Donc on est en train de mettre en place des choses, on a mis le principal, et puis derrière, on y va progressivement, au plus rapidement possible. Il y avait la dernière question, parce qu'il est 12h30. Tu poseras la question. C'était une question par rapport à la charte. Cette charte, elle est que pour France Télévisions? Oui, mais alors tout le monde nous la demande. Hein. Bah oui, parce que il y a des autorisations qui sont données à d'autres médias. L'anonymat, on est dans du service public, ça devrait quelque part s'appliquer aussi à l'ensemble des médias qui diffusent. Oui, et donc moi je me souviens d'une conférence au GEST, là j'en parlais tout à l'heure, qui regroupe TF1, M6, tout le monde, etc. Ils nous ont demandé une autre charte pour voir comment ils pouvaient l'adapter. Mais il n'y a pas de... Nous, service public, on a pris le truc à bras-le-corps. On n'est pas garant de ce que font les privés. Oui, mais il y a l'attribution des canaux, enfin il y a d'autres instances. Voilà. On a communiqué très largement et tout le monde est bien au courant de la problématique. Le problème, c'est que les institutions, en matière d'innovation et en particulier d'IA, qu'on voit que dans l'AI Act, pour ceux qui l'ont lu attentivement, il n'y a même pas le mot désinformation, il y a encore du taf. Vas-y. Est-ce que c'est pas plus simple, en fait, quand on se pose la question, là, on floute, on passe finalement à modifier les vêtements, modifier le visage de la personne, des deepfakes, l'environnement. Est-ce qu'au finalement, c'est pas mieux de reconstituer carrément une scène fictive? Ah oui, non mais... Alors, c'est sur la table. À l'occasion de toutes les réflexions qu'on mène là, on se repose aussi plein de questions sur nos pratiques actuelles. Et typiquement, il y a des choses que déontologiquement, il y a des questions qu'on avait un peu balayées. Par exemple, la reconstitution de scènes, que ce soit en 3D, que ce soit avec parfois des acteurs, la mise en scène, etc. Est-ce qu'on continue ou pas? On pourrait effectivement, avec de l'IA, reconstituer complètement des scènes. Il y a un moment où on se pose même la question, parce que, encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il va falloir qu'on cogite. Mais on se pose même la question de la preuve. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à un moment, on a des gens qui vont sous les bombes en Syrie, en Afghanistan, et qui arrivent et disent « Regardez ce qui se passe ». Et là, maintenant, on va avoir des gens qui nous disent « Ouais, non, c'est bon, vous avez fait ça avec Runway, ou je ne sais pas qui, etc. » Comment on va faire? Donc en parallèle, mais bon, c'est l'objet d'une autre conférence, on travaille sur énormément d'outils qui vont déceler les deepfakes et des outils qui vont venir labelliser nos images. Type programme C2PA pour ceux qui connaissent, et qui vont mettre un petit logo qui dira exactement quelles sont ces images. On dira ça vient de chez nous, ça a été fait par telle et telle personne, c'est sans OGM, etc. Bon. Mais c'est des questions qu'on va devoir se poser. Et en fonction de l'intérêt de reconstituer une scène, ce qu'on appelle le déficit d'image, ou les fragments du réel, parce qu'on travaille aussi là-dessus, on se posera la question de l'IA. Là, actuellement, par exemple, on vient de lancer on a un atelier autour de l'image avec tous les personnels qui gravitent autour pour se poser la question de l'IA. Et il y a un nouveau truc qui arrive, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, qui s'appelle Runway, et qui est globalement une création d'images vidéo via IA générative. Vous faites ce que vous voulez, mais ce que vous voulez. Et simplement en le disant dans votre langage naturel. Je crois que là, il faut que je raccroche. Oui, ça va être la fin. Merci. Bon, merci de votre attention. Et vous pouvez aller manger là, parce que l'après-midi sera long encore.